Salut YouTube, c'est JP de Top Factory, et s'il y a un truc qui me gêne dans le dictionnaire, c'est bien l'existence du mot éternité. Ça n'a carrément aucun sens parce que rien n'est éternel, nous sommes tous voués à disparaître un jour ou l'autre, et c'est valable aussi pour notre monde. Mais quand et comment ça arrivera, c'est un grand mystère, alors en attendant, on ne peut que spéculer sur ce big game over. Et pour ceux que ça intéresse, je vais organiser un petit concours sur Twitter chaque semaine. Je vous en parle à la fin de la vidéo. Et donc c'est parti pour le top 10 des scénarios de fin du monde. Le climat sur Terre est très variable, il y a des zones géographiques qui sont soit plus chaudes ou plus froides, et le rayonnement solaire est loin d'être la seule raison pour laquelle il existe autant de climats différents sur notre planète. Il y a les courants océaniques, l'activité volcanique, l'orbite et la rotation de la Terre, mais bon, ça c'est pour les causes naturelles, mais il existe également des causes dites anthropiques, ou plus simplement des causes en rapport avec l'espèce humaine. La principale et la plus connue est le rejet massif de dioxyde de carbone, ou CO2, qui est dû au fait que l'espèce humaine a une fâcheuse tendance à brûler une quantité stratosphérique de combustibles fossiles, tels que le pétrole, le charbon, la tourbe et le gaz naturel. Notre monde est évolué tel que nous pourrions difficilement nous passer de ces matières. Le problème, c'est que le rejet de CO2 dans l'atmosphère favorise grandement le réchauffement climatique en augmentant l'effet de serre. Le processus indispensable à la vie sur Terre, mais qui peut être à double tranchant dans le cas d'une trop forte variation de température. En effet, de graves changements et catastrophes climatiques pourraient mettre en danger des millions d'espèces, ce qui perturberait grandement l'équilibre écologique déjà très fragile, et pourrait signifier petit à petit la fin de l'humanité. La fonte des glaces polaires est une des causes de la hausse de 10 à 20 cm du niveau de nos océans au cours du siècle dernier, et on prévoit une augmentation de température de 1 à 6 degrés dans le courant du 21e siècle. Cela peut paraître anodin, et c'est pourtant énorme pour le maintien de certains équilibres climatiques. Mais soyons positifs, tout n'est pas fichu. Depuis plusieurs années, l'humanité prend de plus en plus conscience qu'il lui faut changer ses habitudes, mais il y a encore du boulot. Ne rigolez pas, mais les champignons et les moisissures pourraient bien être potentiel danger pour l'écologie de la planète. D'abord, il faut savoir qu'il existerait jusqu'à 5 millions d'espèces de champignons dans le monde, contre seulement 100 000 aujourd'hui identifiés. Et vous allez voir pourquoi il serait bon de s'en inquiéter. Une étude de 2012 réalisée par des chercheurs anglais et américains démontre que 70 ou 70% des cas d'extinction végétale ou animale suite à une maladie infectieuse avaient pour responsable un champignon. Je vous cite l'exemple de la grande famine en Irlande, débutée en 1845 et terminée en 1852. Elle a été causée par le Phytophthora, genre de champignon qui a ravagé les 3/4 des cultures de pommes de terre du pays et a causé la mort de près d'1 million de personnes suite à la famine occasionnée. Et vous savez quoi, ce champignon est encore actif aujourd'hui, il cause environ 6,7 milliards de dollars de pertes annuelles dans les cultures. Et selon Sarah Gur, une spécialiste de la santé végétale, une propagation massive du Phytophthora pourrait mener jusqu'à 1,3 milliard de personnes à la famine en un an seulement, et ce en plus de ceux qui souffrent déjà de la faim actuellement. Et pour le petit rappel, il s'agit ici que d'un seul champignon sur les 5 millions d'espèces qui existent. De nombreux experts estiment qu'il est urgent de s'intéresser beaucoup plus à ce danger potentiel. Bon, après, tous ne sont pas dangereux comme celui que j'ai cité en exemple, alors n'allez pas boycotter votre ravier de champignons de Paris quand vous ferez vos courses. La société dans laquelle nous vivons est fortement dépendante des technologies modernes, telles que les GPS, les télécommunications, les réseaux électriques et j'en passe. Toutes ces belles inventions ont un ennemi commun, les éruptions solaires. Pour faire simple, elles sont provoquées par les forces magnétiques du Soleil qui projettent dans l'espace une grande quantité de matière surchauffée. Le phénomène est d'ailleurs visible sur Terre, sous la forme d'aurores boréales à des endroits où elles n'apparaissent pas habituellement. Bon, c'est bien joli toutes ces belles aurores, mais il se peut que parfois ces éruptions soient plus puissante que d'habitude. Un petit peu comme en 1859, où on observa la plus grande éruption solaire connue qui perturba grandement le réseau télégraphique de l'époque. Mais imaginons si ça devait arriver aujourd'hui, il se passerait quoi? D'abord, les premiers touchés seraient tous nos engins spatiaux en orbite. Vous pourrez dire adieu à votre GPS, les prévisions météo, ainsi que toutes vos communications par satellite, que ce soit téléphone, télévision, etc. Et ce qui aura également pour conséquence l'arrêt du trafic aérien et maritime. Mais là où ça devient carrément flippant, c'est l'impact de l'éruption solaire
solaire sur le champ magnétique terrestre. De grandes fluctuations pourraient provoquer de grandes surtensions dans le réseau électrique, endommageraient les transformateurs et priveraient le monde de sa production d'électricité. La panne serait tellement importante que le système bancaire serait à l'arrêt. Vous pourrez aussi dire adieu à tout votre petit confort à la maison. On peut donc considérer ce risque comme un scénario de fin du monde. Rien de bien mortel, mais ce sera un genre de retour aux sources. On va se mettre dans le contexte. En 1950, nous étions 2,5 milliards d'habitants sur Terre. Aujourd'hui, nous sommes presque 3 fois plus, 7,3 milliards d'êtres humains sur la planète. Ces chiffres me rendent carrément fou. Et en 2010, Frank Fenner donne une interview dans laquelle il affirme que l'humanité disparaîtra dans les 100 années à venir. Je précise que c'est quand même le mec qui a éradiqué la variole, ce n'est donc pas n'importe qui. Bref, selon lui, l'humanité est entrée dans une nouvelle ère, appelée l'Anthropocène. Derrière ce nom se cache le fait que l'homme a su prendre le dessus sur certaines forces de la nature et qu'il est désormais capable de modifier considérablement le système écologique de la Terre. Et toujours selon Frank Fenner, il y a beaucoup trop de monde sur la planète, d'autant plus qu'il y a un réel problème de surconsommation d'une partie de la population, ce qui à terme pourrait conduire l'humanité à son extinction. En opposition, d'autres scientifiques sont plus optimistes et pensent que l'espèce humaine prendra un jour pleinement conscience que les ressources de la planète ne sont pas illimitées et qu'un changement radical de son mode de vie sera nécessaire à sa survie. D'ailleurs, certaines théories plus que valables tente de démontrer qu'il est tout à fait possible de nourrir et d'offrir un confort décent à l'ensemble de la population mondiale, grâce à un partage équitable de nos précieuses ressources. Mais quoi qu'il en soit, si on ne se bouge pas l'arrière-train assez tôt, j'ai tendance à penser que la version la plus pessimiste risque fort de devenir réalité. Dans mon top 20 chronologique sur l'évolution de l'univers et l'homme, je parle de 2 extinctions dont celle qui a tué les dinosaures. Et un des scénarios les plus probables, c'est que ces malheureux dinos se seraient ramassés un astéroïde et auraient anéanti une grande partie des espèces végétales et animales de la planète. Il faut savoir que la Terre est constamment bombardée par des petits objets venant de l'espace. La plupart d'entre eux ne touchent même pas le sol, ils sont désintégrés dans notre atmosphère. Mais ça c'est pour la catégorie poids-plume. La planète croise parfois la route d'objets bien plus massifs, qui ne se désintègrent pas dans l'atmosphère. À titre d'exemple, un astéroïde d'une quarantaine de mètres lancé à plus de 60 000 km à l'heure est capable de rayer une ville de la carte. Et ce n'est encore rien par rapport à d'autres objets potentiellement dangereux qui font une taille de 500 voire 1000 mètres. À ce niveau, l'impact serait tellement violent qu'un nuage de poussière se formerait dans l'atmosphère tout autour du globe, et bloquerait les rayons du soleil pendant de nombreux mois avant de retomber sur la surface terrestre. Et ces mois sans soleil seront fatals pour de nombreuses espèces animales et végétales. Et il y a de grandes chances qu'une grande partie, voire la totalité de l'espèce humaine y trouve la mort faute de pouvoir renouveler ses ressources ou de se procurer les soins nécessaires en cas de maladie ou de blessure. Et cela n'empêchera pas la vie de reprendre son rythme doucement après la disparition du nuage, mais la vie sur Terre ne sera plus jamais comme avant. Sans le soleil, la vie sur Terre serait impossible, c'est un fait. Et malheureusement, notre étoile n'est pas éternelle. Le soleil nous éclaire grâce à la fusion nucléaire, qui transforme l'hydrogène de son noyau en hélium. Et malheureusement, les réserves ne sont pas non plus inépuisables. On estime que d'ici 5,4 milliards d'années, le soleil aura brûlé presque tout son hydrogène. Le noyau se contractera sous l'effet de sa propre gravité. Qui dit contraction, dit aussi augmentation de pression. Le noyau sera alors tellement contracté que le volume de soleil augmentera jusqu'à atteindre une taille de plusieurs dizaines, voire centaines de millions de kilomètres. La couleur du soleil s'assombrira petit à petit, étant donné que la surface, plus éloignée du noyau, sera beaucoup plus froide et obtiendra donc le statut de géante rouge, au lieu de naine jaune actuellement. Sa taille augmentera tellement qu'elle absorbera Mercure et puis Vénus, et le soleil sera si proche de la Terre qu'il fera s'évaporer les océans. Les températures seront si élevées qu'elles feront fondre les montagnes, et malheureusement la Terre finira absorbée par notre étoile, qui consommera ses derniers volumes d'hydrogène. Le noyau finira par s'effondrer sur lui-même et formera une naine blanche, tandis que les couches externes du soleil seront propulsées dans l'espace et formeront ce qu'on appelle une nébuleuse, un objet céleste composé de gaz ou de poussière interstellaire. Et si je vous disais que ce n'est pas le scénario le plus spectaculaire?
Un volcan dit normal fait déjà beaucoup de dégâts lorsqu'il rentre en éruption. Entre ses coulées de lave et la projection de roches et de poussière dans les airs, son impact écologique est généralement important. Pour un super volcan, c'est plus ou moins pareil, sauf qu'il y a le mot super juste avant volcan. Et vous devez bien vous douter que c'est pas du petit bestiau. Un petit détail important, il ne faut pas s'imaginer une montagne de plusieurs kilomètres crachant des flammes. Un super volcan peut être sous plusieurs formes. La première est une vaste étendue dont le substrat est formé de roches volcaniques, comme par exemple la trappe du Deccan en Inde. La deuxième forme est une formation géologique appelée caldeira, une sorte d'énorme chaudron à fond plat comme à Yellowstone aux États-Unis. D'ailleurs, si ce dernier venait à rentrer en éruption, tout serait détruit sur plusieurs centaines de kilomètres à la ronde, et un épais nuage de fumée et de cendres recouvrirait une partie des États-Unis et du Canada, en ne laissant aucune chance de survie végétale ou animale. Mais cela ne se limite pas à l'Amérique du Nord. Une énorme quantité de dioxyde de soufre serait projetée dans notre atmosphère et se propagerait sur toute la planète. Les températures mondiales seraient fortement diminuées. Certains scientifiques estiment des périodes hivernales sur une durée pouvant aller jusqu'à 10 ans. Inutile de préciser que cela aurait un impact énorme sur notre façon de gérer et produire nos ressources alimentaires. Et je ne sais pas vous, mais plus j'avance dans la vidéo et plus j'ai envie d'investir dans un abri en béton bien épais. Un sursaut gamma pourrait-il nous exterminer? Mais d'abord, c'est quoi un sursaut gamma? Il s'agit en fait d'une courte émission de rayons gamma. Autrement dit, un rayonnement électromagnétique est extrêmement concentré en énergie. En effet, sur une période très courte allant de quelques secondes à quelques minutes, ce phénomène est capable de libérer bien plus d'énergie sur ce court laps de temps que le Soleil en produira durant toute son existence. Heureusement, jusque maintenant, tous les sursauts gamma qui ont été observés se trouvaient à bonne distance. Mais imaginons que cela se produise à une distance relativement proche de la Terre, disons un petit peu moins de 6000 années-lumière de nous. Eh bien, on serait plutôt mal. La couche d'ozone serait la première à en subir les conséquences. Elle perdrait environ 30% de son volume, ce qui doublerait la puissance des rayons du soleil qui, eux-mêmes, carboniseraient le phytoplancton. C'est un petit peu la base de la chaîne alimentaire des espèces marines. Mais ce n'est pas fini, de grandes quantités d'oxyde d'azote s'accumuleront petit à petit dans l'atmosphère, ce qui provoquera des pluies acides qui sont dévastatrices pour de nombreuses espèces autant animales que végétales. Et qui dit végétal dit photosynthèse, qui verra son fonctionnement diminuer fortement et entraînera une chute vertigineuse de la production alimentaire mondiale. Ce sera le début de la fin, comme on dit. Et si comme moi vous êtes un petit peu grognon quand vous avez l'estomac vide, ça risque d'être la grosse ambiance sur Terre. L'arme nucléaire est ce qu'il se fait de plus dévastateur au niveau armement. Elle existe sous deux variantes, la bombe A et la bombe H. La plus puissante explosion nucléaire de l'histoire a été provoquée par la Tsar Bomba, un engin soviétique de 57 mégatonnes, capable d'anéantir absolument tout dans un rayon de 35 km autour du point d'impact. Aujourd'hui, de nombreux pays ont accès à l'arme nucléaire, mais s'abstiennent de l'utiliser en cas de conflit, depuis les frappes malheureuses sur Nagasaki et Hiroshima. Mais il suffirait qu'un seul se décide d'appuyer sur le bouton. Une possible réaction en chaîne se crée et pousse toutes les autres nations à se défendre en lançant à leur tour leurs missiles. Si jamais c'était le cas, une grande quantité de poussière radioactive serait projetée dans l'atmosphère et finirait par envelopper la Terre entière jusqu'à priver toute la surface de la lumière du Soleil. Et pareil que les scénarios précédents où la planète se fait envelopper, la photosynthèse serait fortement réduite, l'agriculture deviendra presque inexistante, la température mondiale chutera. Bref, on appelle ça un hiver nucléaire qui pourrait durer suffisamment longtemps pour faire disparaître l'espèce humaine de la surface de la planète. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais l'invention et la démocratisation de l'arme atomique est sans doute l'une des plus grandes erreurs de l'histoire. Et on passe au premier de cette sélection. Il semblerait qu'une histoire d'amour soit sur le point de démarrer. Et pas de bol pour nous, ça se passe entre notre galaxie, la Voie lactée, et sa voisine, la galaxie d'Andromède. Nous sommes en 2012, des astronomes de la NASA ont effectué des mesures et des calculs sur base des données du télescope spatial Hubble, afin de suivre la trajectoire de la galaxie d'Andromède. Et ils en sont arrivés à la conclusion qu'une collision entre nos deux galaxies se fera d'ici 4 milliards d'années, donc avant la mort prévue de notre Soleil. Et d'ailleurs, il se passera quoi pour notre système solaire quand les deux galaxies se feront des là? Eh bien, il y aurait apparemment un risque que le Soleil soit projeté dans une autre zone de la galaxie, et donc nous priver de notre seule étoile. Et qui dit absence d'étoile dit aussi que c'est foutu. La vie disparaîtra très vite et la planète s'éteindra dans une triste et froide obscurité. Et petit à petit, nos deux galaxies ne formeront plus qu'un et unique amas d'étoiles titanesques. Bon, on se rassure, hein, ce n'est que dans 4 milliards d'années après tout, et je serai prêt à parier tout ce que j'ai qu'on sera parti bien avant ce phénomène spatial spectaculaire.
Et voilà cette vidéo terminée, mais ne partez pas tout de suite, j'ai quelques infos à vous confier. Je vais mettre en place un mini concours sur Twitter à partir de mercredi prochain, et dans ce concours vous devrez essayer de deviner le sujet du vendredi de la même semaine. À votre tour, il vous suffira de retweeter ma question du concours avec votre réponse, et je procéderai à un tirage au sort. Le gagnant me communiquera le nom de sa chaîne YouTube ou celle de qui il veut d'ailleurs. Je lui réserverai quelques secondes de présentation dans l'outro. Bah oui, vous savez cette image de fade vidéo que vous voyez actuellement. Mais attention, je fixerai tout de même certains critères d'acceptation. Je n'ai pas envie de promouvoir n'importe quoi non plus. Au passage, je fais un petit remerciement à Entraide YouTubeur, Monsieur Landers, Fisselogame et Zoron pour leur récent coup de pub. La chaîne progresse bien et c'est en partie grâce à vous. Et vous trouverez leur lien dans la description. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas un petit like, un commentaire pour me donner votre avis. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. En attendant vendredi prochain à 19h précise, prenez soin de vous les amis. Ciao.